En 1450, Francesco Sforza se fait reconnaître duc de Milan et fonde une nouvelle dynastie. En ce qui concerne la nouvelle cathédrale, cette dynastie entreprit deux travaux d'envergure. Continuer la construction de la nef, qui jusqu'alors ne comportait qu'une seule travée, et régler le problème de la voûte et du tambour de la croisée du transept. L'extension de la construction de la nef fut l'œuvre de Francesco Sforza. D'abord, constatant que le coin nord-est de son palais interdisait l'extension de la nef, il autorisa la démolition d'une partie des bâtiments palatiaux afin de libérer l'espace nécessaire. Ensuite, il fit aussi poser une pierre jusqu'au niveau de la 6e travée de la nef où il avait prévu de placer la façade. Les travaux reprirent. Comme le montre le plan, ils ne furent menés qu'à la 6e travée, qu'au niveau des deux nefs extérieures. Par contre, ils s'arrêtèrent à la 5e travée pour la partie centrale. Cette particularité s'explique sans peine. Afin de ne pas être critiqué, le duc décida que la nouvelle façade de la cathédrale serait celle de l'ancienne basilique Santa Maria Maggiore. C'est donc de l'époque des Sforza que date l'aspect actuel des nefs de la cathédrale de Milan. En voici quelques vues. Cette première photo montre l'élévation de la nef centrale avec de hautes colonnes à colonnettes engagées qui s'interrompent au niveau des imposants chapiteaux. Au-dessus, la nef centrale n'est éclairée que par des petites fenêtres trilobées. Il en résulte une église sombre qui paraît beaucoup moins haute qu'elle ne l'est réellement. On est donc aux antipodes de l'art gothique, pour qui la luminosité et l'élévation du regard vers la voûte et vers Dieu étaient l'essentiel. À remarquer aussi que les voûtins des nefs latérales sont ornés de motifs trilobés. En 1458, Francesco Sforza obtint du pape Pie II l'autorisation de démolir la basilique Santa Tecla afin d'agrandir l'espace devant la nouvelle cathédrale. La basilique ne fut cependant pas entièrement détruite. Les arcades de la nef latérale nord furent conservées pour créer un édifice à 2 étages appelé Coperto dei Gigli, créant ainsi des boutiques qui furent ensuite louées à des marchands. Le problème du dôme et du tambour à construire au-dessus de la croisée du transept fut abordé lors du règne de Ludovic le Mort, régent du duché de 1480 à 1494 et duc de 1494 à 1499. Le duc organisa un concours auquel participa, entre autres, Léonard de Vinci. Le projet retenu fut celui présenté par 3 architectes, dont Antonio Amadeo, qui était alors nommé par le duc au poste d'ingénieur de la fabrique. Les travaux commencèrent, mais ils furent perturbés, puis interrompus par l'invasion française pendant les guerres d'Italie et par la déposition de Ludovic le Mort. Pour décrire ce projet, j'utiliserai un dessin de César Cesarino, paru en 1521, qui traduisit en italien le livre de Vitruve, De Architectura, et y ajouta quelques dessins de monuments de son époque, et en particulier celui du projet pour le tambour de la cathédrale de Milan. Mon premier dessin reprend le dessin théorique
calculée mathématiquement que j'ai définie dans ma précédente vidéo. Au niveau de la croisée du transept, les 4 piliers sont alors réunis par des arcades destinées à supporter la voûte supérieure. Sur le dessin suivant, j'ai dessiné les 4 écoinçons qui transforment le plan carré en plan octogonal. C'est sur cette base octogonale qu'est construite la voûte. Cette voûte est à 8 pans. Sa forme ovoïde fut calculée pour lui permettre de soutenir la structure supérieure. Elle comporte sur chaque pan une fenêtre. La voûte fut ensuite enserrée dans un tambour aux parois verticales et de plan octogonal. Ce tambour devait porter une flèche centrale entourée de 8 flèches latérales moins hautes surmontées de statues. Une seule flèche fut construite, dite de l'Amadeo, en 1507. Les travaux furent ensuite interrompus. La phase suivante de l'histoire de la cathédrale se produira pendant les 20 ans que dura l'épiscopat de Saint-Charles-Borromée de 1564 à 1584. À cette époque, le duché de Milan était devenu espagnol depuis que l'empereur Charles Quint l'eut inféodé en 1537 à son fils Philippe II. Charles Borromée fut un des principaux acteurs de la contre-réforme catholique prônée par le Concile de Trente. Celui-ci, lors de sa 23e session, avait réaffirmé le principe nié par la réforme protestante de la transsubstantation, c'est-à-dire de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée. Le Saint Concile enseigne et professe ouvertement et sans détour que dans le vénérable sacrement de la Sainte Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment, réellement et substantiellement contenu sous l'apparence de ces réalités sensibles. De cette réaffirmation découla la mise en place par le Concile d'un culte annuel du Saint-Sacrement qui prit la forme tangible de l'adoration de l'hostie consacrée. Désormais, les hosties consacrées furent contenues dans un tabernacle placé sur la table d'autel. En conséquence, c'est vers ce tabernacle que fut également orientée la vénération quotidienne des fidèles. Pour rendre possible cette vénération, Charles Borromée réorganisa en grande partie la structure du chœur. En premier lieu, il fit aménager une crypte sous le chœur. Cette crypte devait servir à abriter les reliques et être utilisée par les chanoines en tant que chœur canonial d'hiver. Mais surtout, elle permettait de surélever le sol du chœur afin que l'autel et le tabernacle soient désormais visibles des fidèles dès leur entrée dans l'église. Sur ce sol surélevé, Charles Borromée fit déplacer l'antique autel consacré par le pape Martin V en 1418 en avant de l'abside. Derrière l'autel, un soubassement fut construit sur lequel il posa un tabernacle que lui avait offert le pape Pie IV. Ce tabernacle comportait une base décorée de scènes sculptées de la Passion et était surmonté d'un édicule à colonnes dans lequel se trouvait le Saint-Sacrement. Cet édicule était terminé par un dôme portant la statue du Christ ressuscité, cantonné d'anges. Charles Borromée demanda à son architecte, Pellegrini Tibaldi, de mettre en valeur ce tabernacle. Celui-ci fit sculpter 4 statues d'anges pour le surélever,
puis créa un ciborium à colonnes pour le protéger. Ce ciborium était également surmonté d'une statuette du Christ ressuscité, entourée de statuettes des apôtres. En avant de l'autel, au niveau de la travée du chœur, l'espace fut dégagé, ne comportant que les tables de communion, afin que rien ne dérange la vue des fidèles sur ce tabernacle. Deux autres préceptes du Concile de Trente furent aussi appliqués par l'archevêque dans la recomposition du chœur. Le Concile, en effet, avait souligné l'importance de la prédication ainsi que des belles cérémonies qui devaient s'adresser plutôt à la sensibilité des fidèles qu'à leur raison. C'est pourquoi furent installés deux orgues entre les piliers de la travée du chœur et deux chaires au niveau des deux piliers encadrant la travée du transept. Ainsi, de leur place dans la nef, les fidèles pouvaient à la fois adorer le tabernacle, entendre le prédicateur leur décrire la manière dont ils pourraient obtenir le salut et s'imaginer au paradis en écoutant la musique qui évoquait le chœur céleste des anges. C'est de cette époque de Charles Borromée que date en grande partie l'aspect du chœur du Duomo. Le chœur fut également entouré d'une haute clôture afin de réserver cet espace au seul clerc. Les laïcs furent désormais cantonnés au déambulatoire. Le long du mur extérieur de la clôture, Charles Borromée fit sculpter des scènes de la vie de la Vierge afin d'instruire les fidèles qui parcouraient ce déambulatoire. L'archevêque avait aussi prévu de reprendre les travaux au niveau de la façade ouest afin de donner à la cathédrale une entrée digne de ce nom. Il demanda à son architecte, Pellegrino Tibaldi, de lui dessiner un projet. Celui-ci proposa une façade imitée des églises romaines de la Contre-Réforme. Cette façade, qui aurait été plaquée artificiellement sur les structures anciennes gothiques, sans aucun rapport avec celle-ci, fut refusée par les membres de la fabrique en charge de la construction de la cathédrale. En conséquence, à la mort de Charles Borromée en 1584, la façade ouest resta la même que celle de l'époque de Francesco Sforza. Pour finir cette vidéo, je voudrais ouvrir l'horizon de ma description en montrant l'aspect, à la fin du XVIe siècle, de la place du Duomo ainsi que de la cité milanaise. Cela est particulièrement facile car on dispose de quelques plans cavaliers de la ville de cette époque, dont celui d'Antoine du Peyrac-Lafrérie, datant de 1573. Au niveau du centre-ville,
on peut repérer sans peine la cathédrale avec sa flèche inachevée, le palais épiscopal, le palais ducal, dont on voit bien la partie nord qui fut tronquée pour construire la nef du Duomo. De même, on reconnaît la Coperto de Gigini, seul reste de la basilique Santa Tecla, et un peu plus loin, le Broletto, siège de la commune. Le plan d'ensemble de la cité montre que les traces de l'ancien rempart circulaire du XIIe siècle subsistent encore au niveau des portes et des fossés qui servent de canaux de circulation. L'extension de la surface bâtie, ainsi que la nécessité d'adapter les défenses urbaines à l'artillerie, a conduit les Espagnols à créer un nouveau rempart bastionné, dont le point d'appui principal fut l'ancien palais ducal des Sforza, devenu une puissante citadelle également bastionnée.